Mes conflits d'intérêts, ceux qui sont en coloré, c'est ceux qui sont en cours. Les autres sont les conflits d'intérêts anciens. Toute cette présentation repose sur un élément important qui est que on sait que la ventilation est un problème important pour les arrêts cardiaques réfractaires du fait de la disparition au moment où on arrête les compressions thoraciques de la ventilation. On voit que les pressions diminuent grandement à la fois en perfusion cérébrale et en perfusion coronaire. Vous voyez que donc quelque part on sous-entend simplement dans cette diapositive que la ventilation va être un vrai problème pour la prise en charge de ces patients-là qui vont allonger la prise en charge de ces patients. Alors la bibliographie sur les arrêts réfractaires, encore une fois, on est sur une pathologie bien précise, c'est des patients en arrêt cardiaque réfractaire, foisonne ces dernières années. Beaucoup de gens se sont intéressés à ces arrêts cardiaques avec la possibilité, vous le voyez de façon en filigrane, d'utiliser donc l'ECMO, donc c'est une thérapeutique invasive pour améliorer le pronostic de ces patients. Ici, je vous ai cité quelques papiers et des position papers ou des recommandations ou des analyses autour de l'arrêt cardiaque réfractaire. Et on peut lire d'ici et là maintenant beaucoup de stratégies avec des réflexions et éventuellement même des changements de paradigme sur ce papier dernier, le Shock and Go, avec des notions de golden hour qui apparaissent, la nécessité d'aller vite vers des plateaux spécialisés pour ces patients. Donc vous voyez que la compression mécanique, le côté hémodynamique, on commence à y voir beaucoup plus clair dans l'arrêt réfractaire. La ventilation, pour l'instant, on ne sait pas trop comment gérer ces patients-là, puisque ces patients, je vous rappelle, vont être comprimés en permanence pour pouvoir bénéficier donc d'une prise en charge optimale. Alors, je voudrais qu'on reparte d'un cas clinique. Ici, un patient en arrêt cardiaque, c'est un vrai patient qu'on a pris en charge sur les lieux de travail avec un appel à 13h54, un appel au centre 15 pour un arrêt cardiaque, devant témoins, avec un eau-flow à 0, et le massage cardiaque est débuté immédiatement par les témoins qui étaient secouristes. Donc vraiment une configuration que je dirais optimale. Le départ SMUR se fait 4 minutes plus tard, avec une arrivée sur place des sapeurs-pompiers qui prennent le relais des secouristes sur place, avec 3 chocs délivrés. Donc un patient en fibrillation ventriculaire. Donc encore une fois, on est sur une dynamique assez favorable quand on regarde les différentes données des différents registres. Un patient massé devant témoin en fibrillation ventriculaire. Le SMUR arrive 12 minutes après l'effondrement, donc encore une fois un délai qui reste assez court. Et là, on confirme l'arrêt réfractaire par une analyse électrocardiographique sur le scope qui persiste. Donc on lance la procédure. Donc nous, on a une procédure un peu particulière, c'est qu'on décide de faire en effet du Shock and Go. On s'est donné 1 heure et je vous montrerai les résultats par la suite. Le patient est intubé avec une sonde de Bousignac, on pourra en discuter, c'est seulement le topo d'aujourd'hui, et mis sur une planche à masser. Nous quittons les lieux 28 minutes après l'effondrement pour donc un temps écoulé de 16 minutes, intubation comprise, brancardage compris et prêt à partir. Donc voilà, donc on est à 28 minutes du départ. On arrive dans notre centre hospitalier. On a une salle hybride, une salle qui est capable, en même temps qu'on fait la coronarographie, les chirurgiens nous attendent et on met l'ECMO en intra-hospitalier de façon chirurgicale par un abord au niveau du Scarpa. Donc c'est dommage, c'est une animation qui a été ratée, je suis désolé, excusez-moi. 14h33, donc 39 minutes après, donc on arrive à l'hôpital. L'ECMO est posé à 14h45, donc 51 minutes après donc l'effondrement. Le devenir du patient, vous l'avez vu, le patient donc l'ECMO a été levé à J+2 et le patient a été donc récupéré sans séquelles. Là, pour en revenir au sujet du jour, recentrer le débat. Là, l'intubation, la ventilation qu'on a décidé, c'était une sonde de Bousignac. Pour les gens qui ne savent pas, c'est une sonde qui entraîne une autopep positive juste à la sonde, qui maintient un niveau de pression au niveau de la sonde d'intubation avec une insufflation continue et un massage cardiaque continu. Le low flow total, donc 51 minutes pour ce patient, donc moins d'1 heure pour la réalisation de cet ECMO, encore une fois pour un arrêt cardiaque extra-hospitalier.
ces résultats, nous les avons publiés. On a une série avec une cinquantaine de patients. On a fait une étude avant-après, donc on a sorti dans Choc très récemment, et on a bien vu que probablement ces patients-là montraient une amélioration de leur pronostic quand on décidait de sélectionner un certain nombre de patients, et surtout quand on se penchait sur le côté ventilatoire de ces patients. Ici, je vous résume un petit peu ce qu'on avait, les stratégies. Donc on a envoyé un 4x15 qui fait 1 heure entre le moment où on a l'appel et le moment où on arrive en salle de cathé. Et les résultats, ce qui était très intéressant, c'est que ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en sélectionnant les patients, en diminuant le temps sur place, on améliorait le pronostic des patients avec des patients donc en termes de survie et en termes de survie sans séquelles. Alors, les questions non résolues par ce premier papier qu'on a mis en place, c'est justement la ventilation. On se pose beaucoup de questions sur l'efficacité de notre ventilation pendant le massage cardiaque automatisé, en particulier sur l'intérêt donc de préserver ou non une CRF et en même temps de pouvoir maintenir une pression de perfusion cérébrale et coronaire. Vous voyez ici un premier papier sur une étude expérimentale qui avait évalué sur un délai court, alors c'est une des critiques du papier, de 8 minutes et demie, les pressions en fait perfusion cérébrale en fonction de la modalité de compression thoracique, et vous voyez que la négativation de la pression artérielle améliore les pressions de perfusion cérébrale. C'est une première notion. Ici, les dangers de l'hyperventilation. Ça, c'est extrêmement important. Vous l'avez tous vécu. On sait maintenant que hyperventiler les malades n'améliore pas, a des conséquences majeures sur le plan hémodynamique. Donc ça, il faut le retenir. La fréquence respiratoire et l'hyperinsufflation est délétère pour nos patients. Vous le voyez ici sur les courbes de pression, à la fois en termes de survie, et à la fois en termes de pression de perfusion cérébrale. Alors, je me suis permis de prendre quelques diapositives à Jean-Christophe Richard sur ce modèle, qui est un modèle que vous connaissez peut-être, qui est un modèle instrumental de poumon, qui a permis de montrer en fait que deux choses importantes: la positivisation de la pression intrathoracique peut gêner, d'accord, le retour veineux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, la notion importante également, c'est que la négativation de la pression intrathoracique, on ne sait pas encore quelles sont les véritables conséquences qu'on peut avoir sur cet écrasement de la CRF, et ça, c'est une notion sur laquelle on va échanger par la suite. Alors, ce papier-là est intéressant parce qu'il va nous introduire la difficulté de ventilation de ces patients-là et pourquoi la ventilation est importante. C'est un modèle intéressant avec 4 modalités expérimentales qui ont été évaluées dans ce papier sur des cochons en fibrillation ventriculaire réfractaire. Donc, premier groupe, c'est un cochon qui a été ventilé de façon standard au respirateur mécanique que vous connaissez. Un deuxième groupe, alors ils ont été, je dirais culottés. Le patient n'était pas ventilé et il considérait que la ventilation était assurée. C'est par le simple massage cardiaque externe automatisé. Donc c'est une hypothèse. La troisième hypothèse qu'ils ont testée, c'est une ventilation avec un cathéter qu'ils ont introduit sur la sonde d'intubation qui a entraîné une pression positive au bout de la sonde, un peu l'équivalent de la sonde de Boussignac, avec un niveau de pression qui était de 5-6 cm d'eau. Et ici, leur modèle qu'ils ont voulu tester avec un niveau de pression beaucoup plus élevé, et vous voyez qu'ils ont monté à 20 cm d'eau pour évaluer. Et ce papier est intéressant parce que le 20 cm d'eau est un questionnement sur lequel il faudra qu'on se penche. Alors les résultats en termes de PaO2, donc ici vous avez la PaO2, ici vous avez le temps, ici avant l'arrêt cardiaque, ici au bout de 45 minutes, et vous voyez qu'en termes d'oxygénation, le free airway, donc le massage cardiaque sans rien, effondre complètement au cours du massage cardiaque. Donc déjà ça, c'est une hypothèse intéressante à écarter. Et ensuite on a regardé un petit peu la PaCO2 sans effleurer la présentation de Jean-Christophe tout à l'heure, et vous voyez que la méthode où la pression donc le troisième modèle où on a une pression positive au bout de la sonde, on a une PaCO2 qui reste assez stable, mais quand on monte à des chiffres de pression probablement élevés, ça nous pose question puisqu'on a une élévation assez importante de la PaCO2. Donc cette pression à 20 cm d'eau n'est peut-être pas la bonne réponse.
un papier tout récent qui vient d'être publié il est in press dans Resuscitation par l'équipe dirigée par Nicolas Segal au cours de sa mobilité aux États-Unis, qui a évalué la bigarde dans l'arrêt cardiaque en fibrillation ventriculaire avec un modèle qu'on pourra critiquer dans le sens où toutes les méthodes de ventilation, la bigarde, on y reviendra dans la discussion, mais ils ont été faits de façon successive avec des temps qui étaient différents. Donc les résultats sont prendre avec des pincettes, mais c'est intéressant de voir les résultats de cette étude, et en particulier sur la PaCO2. Vous voyez que la méthode standard avec une insufflation continue, en termes de PaCO2, je reviendrai juste sur ce terme-là, on a une élévation assez importante de la PaCO2 avec une pression qui n'était pas contrôlée en termes de centimètres d'eau. Donc il y a probablement des questions qu'on va aborder. Alors la bigarde, c'est une valve qui entraîne en fait des turbulences avec une insufflation continue et qui autorise le massage continu. Souvenez-vous de ma première diapositive. Il est très important de masser, de ne pas arrêter de massage. Et là, on a la possibilité de ventiler de façon continue avec une pression qui est aux alentours. Alors ça, c'est difficile à mesurer en termes de centimètres d'eau. On est entre 6 et 8 centimètres d'eau au moment de l'insufflation. Voilà le mécanisme de fonctionnement. Vous voyez la compression, la décompression, et qui entraîne des modifications de la pression intrathoracique chez ces patients. Vous voyez que ce que je vous ai dit, la grande critique du papier que je vous ai présenté dans la récitation, c'est que vous avez de l'insufflation. Les méthodes ont été évaluées à différents moments, mais de façon successive. Mais on n'a pas des groupes parallèles. Donc, ce qui est l'idée que je veux vous faire sentir, c'est que probablement la ventilation, les modalités de ventilatoire doivent changer en fonction du moment de la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Il est fort probable qu'au début, on a peut-être besoin de pression, mais qu'après, on va peut-être avoir besoin de volume. Et c'est pour ça que des techniques innovantes de ventilation qui vont permettre d'associer la compression-décompression plus de la ventilation sont une réelle hypothèse de travail. Alors, on y travaille, nous, à l'heure actuelle, avec l'équipe d'Annecy, sur un modèle animal de fibrillation ventriculaire qu'on est en cours il est validé et on est en train de débuter les expérimentations. Vous voyez, ça, c'était les expérimentations. Ah, c'est dommage, ça a tourné. Où on a les différents capteurs. On aura des résultats probablement courant de l'année prochaine. Et on pourra enfin probablement, puisqu'on testera dans ce modèle 3 modes de ventilation qui posent question, mais de façon parallèle, et on pourra suivre l'évolution des besoins ventilatoires pendant l'arrêt cardiaque, et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc pour terminer, et ça sera ma diapositive de conclusion, l'arrêt réfractaire probablement est accessible à l'ECMO, et c'est une vraie chance de pouvoir bénéficier. Je sais que c'est pas non plus disponible dans tous les centres, mais pour les centres qui peuvent le faire, si on le fait avec des patients sélectionnés et dans l'heure de l'effondrement, ça améliore le pronostic des patients, ça c'est clairement établi. La ventilation, c'est une vraie question. J'ai pas de réponse à vous donner à l'heure actuelle, à part mon intime conviction. Est-ce que c'est de l'insufflation continue uniquement? Est-ce que c'est de l'insufflation continue puis de la ventilation? Ou est-ce que c'est de la ventilation continue? Je ne sais pas. On reviendra l'année prochaine et j'espère vous présenter les résultats de notre modèle animal. Je vous remercie de votre attention. Enfin, Yann-Éric, si tu as besoin de quelqu'un pour la recherche, je veux bien aussi venir travailler avec toi. Et puis, je partage ce temps de travail avec Air Liquide Medical System, une compagnie d'air liquide, où j'ai développé un certain nombre de concepts autour de la ventilation de l'arrêt cardiaque. Voilà. Alors donc, on va parler de CO2 et on en a déjà parlé pas mal pendant ces 2 jours parce que déjà hier a été rappelé à plusieurs reprises que les dernières recommandations insistaient sur l'intérêt de monitorer le end-tidal CO2 pendant la réanimation cardiopulmonaire, même si les valeurs qu'on peut observer et l'idée d'une valeur seuil sont absolument remises en cause. Et quand on lit ces recommandations, les experts à la fois disent c'est super important et puis à la fois ils disent bon mais on ne sait pas trop quelle est la bonne valeur, on ne sait pas trop comment il faut mesurer, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'inconnus qui persistent. On s'est intéressé à ce sujet-là, en particulier, j'allais dire, en parallèle ou grâce au mode de ventilation qu'on a mis au point, qui s'appelle CPV et dont Tahar a parlé un peu, parce que d'un seul coup, ça nous permettait, en voyant ce qui se passait pendant la ventilation et en mesurant le CO2, de comprendre, ou en tout cas de regarder ce signal d'une façon différente. Alors, globalement, c'est pas si compliqué, mais vous savez que le end-tidal CO2 pour un réanimateur ou pour un pneumologue, c'est la ventilation. Souvent, pour un urgentiste, c'est l'arrêt cardiaque. En fait,
vous savez que les deux sont vrais. Bien évidemment, le end-tidal CO2, c'est-à-dire la mesure du CO2 expiré à la bouche, va refléter d'un côté les rapports ventilation-perfusion et également de l'autre la production de CO2 et donc refléter l'efficacité ou en tout cas un certain degré d'efficacité de la circulation. Et on ne peut pas dissocier les deux. Ça, c'est la première chose. Quand on regarde ce que les experts nous recommandent pour la réanimation cardio-pulmonaire, on voit cette figure où ils illustrent, vous voyez le end-tidal au long d'une réanimation cardio-pulmonaire prolongée, et ce que suggèrent les experts, c'est qu'une augmentation du end-tidal CO2 pourrait indiquer une reprise d'activité cardio-circulatoire et pourrait inciter le clinicien à vérifier le pouls sans avoir préalablement arrêté le massage cardiaque pour le vérifier de façon systématique. Alors, c'est très séduisant sur le papier, sauf que moi, je n'ai jamais vu pendant une réanimation cardio-pulmonaire un tracé dans son ensemble comme ça qui me permet de dire attention, là, le patient est en train de reprendre une activité, surtout que tout le monde est très prudent sur une possible valeur qui indiquerait ça. Et en fait, pour illustrer la limite de ce concept qui est tout à fait séduisant, eh ben, je vous montre ici une photo du ventilateur, alors avec le mode qu'on a développé. Il se trouve que c'est un des rares patients que j'ai pris en charge au SAMU, parce que c'est pas mon métier premier, et puis qui a fait un arrêt cardiaque dans l'ambulance. Et vous voyez ici l'évolution du CO2 pendant la réanimation cardio-pulmonaire. Et vous voyez que ce CO2, entre les différents cycle délivré par le ventilateur, vous voyez où il ne se passe rien, là forcément c'est le ventilateur qui insuffle, et bien vous voyez que ce CO2, il varie en continu en fonction des compressions thoraciques. Et vous voyez que sa valeur instantanée, elle varie du simple, enfin elle passe en l'occurrence de, je vois pas bien là sur l'échelle, mais de 25 à 5 et de 25 à 5. Donc quand on voit ce tracé-là, on comprend qu'il est très difficile de se fier à une valeur. Est-ce qu'il faut faire une moyenne? Est-ce qu'il faut prendre la valeur la plus haute? Est-ce qu'il faut prendre la valeur la plus basse? Comment on va évaluer qu'à un moment, le end-tidal CO2 remonte, signalant ainsi indirectement une reprise d'activité cardiaque spontanée? Je pense que c'est quasiment impossible. Et en fait, si on regarde maintenant sur une période plus prolongée l'ensemble de la réanimation, et ça aurait pu être le patient, c'en est un autre que je vous ai montré, et on a la chance de pouvoir faire ça avec le ventilateur. On a analysé aujourd'hui plus d'une soixantaine de boîtes noires du ventilateur, donc une soixantaine de réanimations cardio-pulmonaires qui ont été exécutées à Annecy en préhospitalier. Vous voyez qu'on peut reconstituer tout ce qui s'est passé, et en jaune, vous voyez l'évolution du CO2, vous voyez en vert l'évolution de la ventilation délivrée par le ventilateur pendant la réanimation cardio-pulmonaire, et en rouge, c'est les compressions thoraciques. Alors vous voyez ici, avant l'intubation, forcément, le volume, il y a beaucoup de fuites, donc on ne peut pas mesurer le volume, et puis on ne peut pas mesurer le CO2 à cause des fuites. Et vous voyez qu'immédiatement après l'intubation, on voit le CO2 qui varie un peu, les compressions thoraciques, la ventilation, et là, vous avez un retour à une activité cardiaque spontanée. Je vous propose de regarder la ligne jaune qui est le CO2. Vous voyez que le CO2 augmente un peu, comme je vous l'ai montré sur le schéma proposé par les experts, qui indique qu'ici, il y a une reprise d'activité, et vous voyez que le malade se remet en arrêt ici. Ici, on a arrêté les compressions thoraciques parce qu'il y avait un ROSC, et ici, il se remet en arrêt, on reprend l'activité. Au passage, vous voyez que ce système nous a permis de voir sur plus d'une soixantaine de malades que la ventilation délivrée par le ventilateur pendant la réanimation est parfaitement efficace, puisqu'on a sur cette soixantaine de patients un VT moyen qui est de l'ordre de 300 millilitres pendant les compressions thoraciques, qui correspond à 4 millilitres kilo de bois prédit, ce qui est probablement assez optimal. Plus on sait que c'est pas bon, en dessous on pourrait imaginer que ça ne soit pas suffisant pour assurer des échanges gazeux suffisants. Et vous voyez qu'après un retour à une activité cardiaque spontanée, ce volume augmente comme attendu, mais le système qu'on a mis au point permet de se préserver d'une ventilation trop agressive. Donc on a ce recul qui nous permet de voir à l'échelon d'une réanimation cardio-pulmonaire prolongée que finalement le système permet de bien contrôler la PCO2 et la ventilation. Ce qui est intéressant, c'est quand on sort de cette échelle
de temps qui représente l'ensemble de la réanimation cardio-pulmonaire, mais qu'on revient sur l'écran du ventilateur, ou en l'occurrence sur l'écran, le scope, le LifePak, vous voyez ici plusieurs tracés enregistrés de CO2 chez 4 patients différents pendant les compressions thoraciques. Vous voyez le CO2, comme tout à l'heure sur le ventilateur, qui oscille en permanence avec des valeurs qui commencent par augmenter beaucoup et puis qui sont réduites. Et donc, ce schéma, ce pattern de CO2, qui n'a jamais été clairement décrit jusqu'alors dans la littérature, notre idée, c'est d'essayer de le comprendre, de le décrire pour savoir comment en interpréter les paramètres qui pourraient nous aider dans la réanimation cardio-pulmonaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de l'insufflation du ventilateur, forcément, ou du bas-vu, vous n'avez pas de CO2 expiré. Et après, vous voyez que le CO2 expiré va commencer par augmenter, puis réduire progressivement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que chaque compression-décompression va faire passer du CO2 devant le capteur, mais le système que vous avez mis à la bouche du malade, que ce soit le ventilateur, une bicarde ou un bas-vu, va amener un débit d'oxygène qui va progressivement laver ce CO2. C'est pour ça que le CO2, après avoir augmenté initialement, va baisser progressivement uniquement en raison du lavage lié aux compressions-décompressions qui font rentrer et sortir du gaz pendant la réanimation cardio-pulmonaire. C'est pour ça que probablement, ce qui est le plus intéressant n'est pas de prendre la valeur la plus basse ni la valeur moyenne, mais probablement la valeur la plus importante du end-tidal CO2 lors des compressions thoraciques. Alors, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, et finalement, c'est pour ça que c'est passionnant. Parce que mon collègue et ami Savary, il me dit « Mais JC, de temps en temps, ça ne bouge pas le CO2, il n'oscille pas. Regarde, j'ai 3 malades, je ne comprends rien. » Vous voyez ici, le CO2 n'oscille pas comme les schémas que je vous ai montrés précédemment. On a un CO2 qui, au lieu d'augmenter et d'osciller, augmente progressivement entre 2 cycles du ventilateur et il oscille à peine. Alors ça, c'est une autre situation. Et on a observé que cette situation, elle survenait dans a priori 30% des cas, et c'est une situation dans laquelle on suspecte très fortement que le patient, pour différentes raisons, a des voies aériennes intrapulmonaires qui sont probablement fermées. Probablement parce qu'il y a le poids de l'œdème pulmonaire, probablement parce qu'on a écrasé le thorax au fil du temps sous la CRF, diminuant ainsi les volumes pulmonaires. Et du coup, ce lavage qui survient à chaque compression-décompression ne s'opère plus, et vous avez un CO2 qui augmente progressivement pour atteindre sa valeur max à la fin du capnogramme. Alors, pour essayer de valider cette hypothèse de fermeture des voies aériennes intrapulmonaires qui pourrait affecter le signal du CO2, on a monté un banc d'essai avec l'équipe de Toronto, et puis on a monté un modèle de cadavre à Montréal pour essayer de reproduire ça en insufflant du CO2 dans nos différents modèles. Et je vous montre juste 2 résultats. Vous voyez ici, c'est du banc d'essai. Alors je vous propose de regarder ici, c'est le débit, cette ligne-là, et ici, c'est les pressions des voies aériennes pendant les compressions thoraciques. Ici, la pipe, la pression positive était à 0 et on l'a montée à 5 cm d'eau dans la partie droite de l'écran. Vous voyez que dans cette partie-là, alors que la pipe est à 0, les voies aériennes sont fermées. Il n'y a pas de débit qui rentre et qui sort avec les compressions thoraciques. Et du coup, le CO2 qui est en haut en bleu n'oscille pas ou à peine. Vous voyez que dès qu'on rajoute un peu de pression positive, eh bien probablement on maintient ouvert ces petites voies aériennes. D'un seul coup, on génère du débit qui rentre et qui sort avec les compressions thoraciques, et on génère des oscillations du CO2 qui témoignent bien que les voies aériennes se sont ouvertes. On a fait ça sur notre modèle de cadavre en reproduisant exactement les mêmes patterns. Quand on augmente la pression au niveau de la pression d'ouverture, le CO2 se met à osciller. Quand on descend la pression à la bouche en dessous, le CO2 n'oscille plus. Et vous voyez que lorsque l'on regarde maintenant sur une centaine de patients qui ont été pris en charge à Annecy, où on a pu analyser rétrospectivement tous les CO2 expirés pendant les compressions thoraciques, vous avez ici tous les patients, et vous voyez qu'environ 1/3 des patients ont des end-tidal qui se comportent de cette façon-là, c'est-à-dire sans quasiment d'oscillation, probablement en rapport avec une fermeture des voies aériennes. Alors ce qui est intéressant, mais il faut être bien sûr très prudent, on va, j'espère, soumettre le papier bientôt, c'est que tous les patients de cette série qui étaient en fibrillation ventriculaire avaient des CO2 qui oscillaient, probablement parce que les
les fibrillations, c'est les patients les moins morts qui ont encore des voies aériennes qui restent bien perméables. Voilà, donc mes conclusions. Encore une fois, on est dans une prospective de physiologie, mais je pense que le TCO2 pendant la réanimation cardio-pulmonaire, il ne faut pas oublier que ça reflète la circulation, mais également la ventilation, et que du coup, si cette ventilation est altérée, elle va altérer notre signal et l'interprétation qu'on peut en faire. La valeur pronostique d'une valeur de TCO2, elle est difficile à déterminer, car le signal, il est très variable chez un même malade, et il oscille en permanence, empêchant de savoir quelle valeur prendre. La notion de fermeture des voies aériennes qui est attendue lorsque la réanimation se prolonge modifie probablement le pattern de l'ETCO2 et son interprétation. Et plus qu'une valeur seuil, c'est probablement le patron de ce ETCO2 qui peut être intéressant pour essayer de déterminer des valeurs pronostiques. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Merci à mes amis que je retrouve autour d'un Monaco pour une fois. Et donc je vais vous parler de quelque chose qui est important, que vous avez vu dans les recommandations. Jean-Christophe nous a parlé de l'ETCO2. Et puis on vous a aussi parlé qu'il fallait mettre en œuvre des compressions thoraciques les plus continues possibles. Tout du moins, le plus possible, ne pas interrompre les compressions. Alors tout ça est bien joli. On vous annonce ça. Mais probablement qu'il faut mettre en œuvre dans vos départements, et vous n'êtes pas tout seul, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les secouristes qui interviennent, une stratégie pour essayer de mettre en œuvre tout ça. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera, et finalement les pratiques vont continuer à se dérouler comme elles se déroulent habituellement. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt, vous l'avez compris, j'ai que des amis, et en particulier je remercie Air Liquide qui nous soutient dans ce travail et qui m'ont permis de venir vous parler un petit peu de cette stratégie qu'on a mis en place en Haute-Savoie. Juste un papier qui vient d'être soumis, international, qui était en fait une enquête auprès donc d'un certain nombre de médecins urgentistes et réanimateurs sur leur pratique de la ventilation au cours de l'arrêt cardiaque. Intra, extra, c'était pas la question, mais 3 points qui me semblent essentiels et qui vont rejoindre ce que je vais vous dire dans ce topo. C'est d'abord qu'on a vu que dans Basic Life Support, ceux qui font que les compressions finalement sont pas si nombreux que ça, et c'est que 30% des patients, malgré ce qu'on peut voir dans la littérature. D'autre part, on s'aperçoit que quand on va faire l'intubation trachéale des patients, une fois sur 2, on fait arrêter le massage pour pouvoir intuber le patient, c'est ce qui est ressorti de cette étude, et puis qu'on retrouve malgré tout encore 20% de patients qui, après l'intubation, on continue à faire une alternance de prise en charge, 32, etc. Enfin bref, que la ventilation, le massage n'est pas fait en continu chez ces patients-là. Donc vous voyez que il y a encore du travail pour éviter qu'on interrompe les compressions thoraciques. Pourquoi ? C'est des choses qu'on vous a dit, que les orateurs précédents vous ont parlé. La stratégie, elle est importante parce que ça améliore effectivement l'efficacité de la réanimation cardio-pulmonaire et probablement la survie. Et puis parce que la ventilation avec ce ballon auto-remplisseur est certainement pas optimale. En tous les cas, c'est celle qui était utilisée dans notre département par nos correspondants secouristes, que ce soit les sapeurs-pompiers, les ambulanciers privés ou... Chez nous, on a aussi des pisteurs secouristes qui sont professionnels. Et donc, pourquoi c'est pas optimal ? Parce que les volumes délivrés sont importants, probablement au-dessus de 450 millilitres, que ça interrompt, bien sûr, le massage cardiaque externe ou les compressions thoraciques, et puis que ça peut entraîner une distension gastrique, et probablement que l'oxygénation peut être perfectible à ce moment-là. Alors, je reprends cette diapo que vous a montré Tahar tout à l'heure, je la complète juste un peu. Au moment où on fait une ventilation et qu'on interrompt les compressions, bien sûr qu'on va avoir cette diminution de perfusion, mais remarquez ça, et ça c'est très important, il n'y a pas que le moment où on va ventiler le patient où la pression de perfusion va diminuer, elle va mettre un certain temps avant de retrouver un niveau optimal pour avoir une bonne oxygénation, et à nouveau on va interrompre les choses. D'où l'importance de bien faire des compressions les plus continues possibles, et donc c'est la stratégie qu'on a essayé de développer. Là aussi je vais très vite là-dessus, vous connaissez ces papiers qui sont maintenant un petit peu anciens, mais plus on va interrompre, plus l'oxygénation cérébrale et l'oxygénation des coronaires sera altérée. Vous savez ça aussi bien que moi.
Là aussi, Tahar vous a présenté ce papier sur les effets délétères de l'hyperventilation. Et c'est quelque chose qu'on voyait très clairement chez les secouristes. On a un ballon, on a tendance à vouloir absolument le vider au moment où on va faire ces 2 insufflations, ce qui est fortement délétère pour les patients. Et même si on essayait de les retenir à ce moment-là, c'était pas très bon pour nos patients. Et donc, les compressions thoraciques, avec qui on va travailler pour essayer de mettre en place une stratégie dans nos départements. Alors, bien sûr, les témoins et la régulation font leur jeu. Et j'imagine que vous avez tous travaillé là-dessus pour, en régulation médicale, demander aux témoins de faire du massage continu, de plus faire cette alternance et de les accompagner dans cette gestuelle. Non, là, je vais vous présenter surtout le travail qu'on a fait avec les secouristes, les infirmiers de justice qui interviennent aussi sur le terrain et puis les équipes de SMUR du département. Le but, c'était de travailler ensemble sur des procédures communes, d'énormément communiquer pour qu'on fasse tous la même chose et puis surtout de mettre en œuvre un retour d'information sur ce qui est fait, ce qui n'est pas toujours facile. On a la chance en Haute-Savoie de faire partie de l'Arc alpin avec un réseau qui fonctionne et en particulier, on a depuis 2004 un registre des arrêts cardiaques et on sait parfaitement à travers le style Dutch-Stein et de toutes les datas qui existent dans ce registre arrêt cardiaque, ce qui se passe pour nos patients. Et ça, c'est un outil très important qui est partagé avec les sapeurs-pompiers et qui nous permet de savoir le devenir de nos patients et où on en est. Et probablement que dans nos stratégies, ou si vous êtes amené à faire ces stratégies communes, il faut avoir des outils pour évaluer ce que vous allez faire. On en reparlera un petit peu plus tard. On a des protocoles régionaux dans lesquels sont impliqués aussi les secouristes, des journées de formation qui sont communes, et puis bien sûr des filières et une commission scientifique locale qui nous permet d'avancer sur nos stratégies, dans l'arrêt cardiaque bien sûr, mais dans d'autres spécificités aussi. Alors la Haute-Savoie, c'est quoi? C'est beaucoup d'intervenants, plusieurs équipes SMUR, dont des équipes héliportées, 8 équipes de SMUR et puis 2 équipes héliportées, 3 réanimations, un certain nombre de pompiers, dont beaucoup de pompiers non professionnels. Et donc on a mis en place avec nos partenaires un comité interface qui se réunit régulièrement pour essayer de réfléchir à notre meilleure stratégie pour mettre en place ces compressions thoraciques continues. Et donc, qu'est-ce qui a été décidé et qui est en cours de mise en œuvre et qui sera achevé à la fin de cette année? L'ensemble des sapeurs-pompiers de notre département ont choisi de s'appuyer sur cette bicarte qu'on vous a présentée tout à l'heure, donc je vais aller vite là-dessus, qui est un système simple que vous a présenté Tahar et qui permet de faire ces insufflations continues pendant la RCP par les secouristes. Donc je ne reviens pas un peu sur ce système qui est assez simple, mais qui, avec l'adaptation du masque sur la face et puis le suivi des compressions à travers le manomètre, permet de savoir ce qui est fait et quel VT est généré au moment de ces variations de pression. Donc les sapeurs-pompiers ont mis ça en place. Ça les a fait abandonner le ballon autoremplisseur, sauf évidemment pour la prise en charge de l'arrêt cardiaque chez l'enfant et le noyé. Et avant de mettre en œuvre cette stratégie, on a réalisé une étude sur mannequins avec eux pour leur montrer l'intérêt de la technique, mais aussi pour les habituer à l'utilisation de cette nouvelle technique. Et ça a été présenté en juin dernier au Congrès, où bien sûr c'est un travail qui est fait sur mannequin, mais où on montre que l'insufflation continue d'oxygène, ça permet un petit peu d'améliorer les durées, etc. Mais surtout cet élément un peu particulier qui est la fraction CPR, c'est-à-dire qui est le temps où on fait que masser pendant la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Alors bien sûr, c'est probablement des données qui sont bien meilleures que dans la vraie vie, parce que là on est sur mannequin, mais malgré tout quand même, ça les a sensibilisés au fait qu'il faut ne pas s'arrêter de masser et donc faire ces compressions thoraciques continues. Je reviens sur cette donnée de la fraction CPR parce qu'on l'a vu dans cette étude qui est sortie en 2015 où vous voyez qu'on avait des fractions CPR qui étaient comparées dans un groupe interventionnel où on faisait de la pression continue, enfin de la compression continue, puis un autre où on faisait le 32 classique. Et donc vous voyez qu'on a des datas là qui sont de vraie vie mais américaines, donc pas du tout notre pratique, qui sont très élevées, mais avec des patients qui sont pris en charge dans les 6 minutes, ça a probablement rien à voir avec ce qu'on fait en France. En tous les cas, la fraction CPR, c'est quelque chose qui est important et les secouristes sont très sensibles à ça. Donc on l'a compris, le SDIS,
Les pressions continuent avec la bicarde. Et puis nous, de notre côté, Jean-Christophe vous en a largement parlé, on utilise depuis quelques temps déjà un mode ventilatoire particulier qui est le mode CPV. Et donc on le met en œuvre dès qu'on arrive sur le site. On enlève la bicarde qui est sur le masque du patient. On met tout de suite le ventilateur en place. Donc on garde le masque sur le nez du patient. À ce moment-là, le médecin qui a beaucoup de choses à faire, il s'informe depuis combien de temps le patient s'est écroulé, quel âge il a, quels sont ses antécédents, est-ce qu'il a des médicaments, combien de chocs a été délivré, etc. Il y a tout un tas de trucs à faire. Et donc je l'avais présenté à Urgence dernier. À la grande satisfaction du médecin, ça lui libère l'esprit pour pouvoir faire un peu le point sur l'arrêt cardiaque de ce patient. Et donc, il maintient juste ce masque sur le nez du patient avant de passer à la phase intubation trachéale, puisque c'est nos pratiques comme vous le faites probablement en France. L'autre action qu'on a menée aussi, c'était l'intubation per massage, parce qu'on a vu qu'on était 1 sur 2 à pas intuber per massage. Et donc je peux vous dire, puisqu'on l'a testé, que finalement maintenant qu'on demande à nos médecins d'intuber per massage, tout le monde y arrive. Alors en fait, on le faisait de façon systématique, mais en fait c'est très rare de ne pas y arriver. Et quand vous décidez qu'il faut le faire, finalement tout le monde y arrive. Donc, voilà, et donc le mode ventilatoire, c'est le mode CPV qu'on vous a un petit peu décrit tout à l'heure, qui est un mode spécifique pour la réanimation cardiopulmonaire, qui est synchronisé au massage cardiaque. Donc là vous voyez, on voit bien le massage, et puis on voit se surajouter, ce qui est différent de la bicarde, du volume au moment où le respirateur apporte la ventilation et l'oxygène. Ce système limite les pressions d'insufflation et surtout a un avantage non négligeable pour nous, c'est que ça nous permet de monitorer ce qui est fait. Et donc on a quelques marqueurs. Le NO-CT, c'est-à-dire le moment où on ne fait plus de massage cardiaque, qui correspond en fait à la fraction CPR. On l'a en direct de visu, parce que dès qu'on arrête de masser, il n'y a plus cette variation de pression. Et donc le petit chronomètre se met en œuvre. Et puis bien sûr, on a la fréquence de compression thoracique. Et puis ce fameux PP que vous a présenté Jean-Christophe tout à l'heure, le TCO2 n'est pas indiqué sur ce modèle ici. Et donc tout ça nous permet de suivre nos patients et donc voilà un petit peu l'algorithme qui a été présenté à l'ensemble du département et qui sera effectif à la fin de l'année pour tout le monde. Il nous reste encore des petites bases au fin fond de la Haute-Savoie dans des vallées reculées où il faut encore leur expliquer pourquoi on fait ça. Mais en tous les cas, vous voyez que nos sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux, débutent le massage cardiaque et puis mettent en place donc cette bicarde. Il y a quelques interruptions qui sont liées uniquement au geste de défibrillation ici. Et puis tout de suite, à l'arrivée des équipes SMUR, sur le même masque, on met en place le mode CPV. Il y a un moment où on a une intubation trachéale et puis on poursuit la réanimation comme ça. Alors bien sûr, c'est une stratégie pour arriver à plus de compression thoracique et tout ça est évalué en continu. Donc aujourd'hui le SDIS est équipé de scopes avec accéléromètre qui leur dit masser plus fort, etc. Vous avez l'habitude de ça. L'ensemble des tracés qui sont faits par ces défibrillateurs sont analysés par le SDIS. Et donc on a une data sur chacun des arrêts qui sont pris en charge. Et donc la fraction CPR est par exemple mesurée pour chacun des patients. Je m'excuse parce que je n'ai pas de courbe à vous montrer là-dessus. Par contre, de notre côté, nous on poursuit avec les SMUR. Entre autres, on analyse les boîtes noires, ce que vous a un peu présenté Jean-Christophe tout à l'heure. Et puis surtout, on fait un suivi des datas à travers notre registre pour savoir exactement ce qu'il en est. Donc vous l'avez compris, tout ça sera en place à la fin de l'année, donc je ne peux pas vous donner vraiment de résultats. Et vous voyez que c'est une autre analyse de courbe, patient 38, celui-là par exemple, voilà la prise en charge précoce, probablement que les pompiers étaient là, et puis là on fait l'intubation trachéale, on poursuit la réanimation la plus continue possible, et puis là reprise d'activité circulatoire, et donc on voit la variation du CO2 telle que vous l'a présenté Jean-Christophe tout à l'heure, et puis les variations de VT, et tout ça est fait en continu pour l'ensemble des patients de notre cohorte. Et donc, bien sûr, le but, c'est de redonner à l'ensemble des partenaires, que ce soit les SMUR ou que ce soit les pompiers, où on en est de cette stratégie commune. Et donc, je vous invite très fortement à aller vous rapprocher de vos partenaires pour faire ça. Évaluer, informer. Finalement, on s'aperçoit que quand on va les voir, d'abord, on s'entend plutôt pas mal. Et puis, ils sont très contents d'avoir des retours parce qu'ils ne savent jamais ce que deviennent leurs patients en arrêt cardiaque et que finalement, on s'intéresse à ce qu'ils ont fait et qu'on leur donne la suite. Ils sont très preneurs.
Et puis vous voyez que dans notre stratégie, on essaye d'aller un peu plus loin. On a d'autres partenaires de l'urgence, les ambulanciers privés. Pour le moment, on ne les a pas encore approchés, parce qu'on finit avec les sapeurs-pompiers qui font le plus souvent les arrêts cardiaques. Et puis une autre cohorte qui... là aussi, on a attendu un petit peu, qui sont les pisteurs secouristes. On les a mis en dernier, pourquoi ? Parce que... en fait, ils survivent super bien sur les pistes de ski. Paradoxalement, et c'est très loin, mais les pisteurs sont là très vite. C'est des gens qui sont très jeunes, qui font un arrêt au sport, dans le froid, et finalement qui ont des taux de survie qui sont exceptionnels, avec parfois des taux de survie qui vont au-delà de 40%. Et donc, on s'en occupera en tous les cas à la fin. Il y a déjà des stations de ski qui sont équipées en bicarde et qui ont déjà cette stratégie de prise en charge. Voilà, je vous remercie beaucoup.